Hier à Wall Street, il s'est passé un truc que la plupart des gens n'ont même pas remarqué. Les indices étaient en hausse à la fin de la journée, le Dow Jones a pris 160 points et le Nasdaq récupérait plus de 0,6%. Et dans le même temps, dans le même indice, eh bien, il y a plus de 320 actions qui, elles, ont terminé dans le rouge. 3 valeurs sur 5 étaient en terrain négatif dans une séance qui termine globalement en hausse. Alors la question, elle est assez simple ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont acheté exactement? Mais la réponse est encore plus dérangeante que la question parce qu'ils n'ont pas acheté des entreprises, ils ont acheté de la volatilité. Et tout ça la veille du soir le plus important de l'année. Enfin, du trimestre tout au moins. Et pendant ce temps-là, sur le marché obligataire, eh bien, il vient de se produire quelque chose que j'avais pas vu depuis très très longtemps. La peur des traders a changé de sens, a changé de camp. Ils ont plus peur maintenant que les rendements montent, ils ont peur qu'ils baissent rapidement. Et je vous explique pourquoi, c'est complètement dingue. Et pour la fin de cette vidéo, je vous garde une histoire à 100 milliards de dollars, avec 1 million de satellites et un marais que plus personne n'aura jamais à dépolluer. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du mercredi 26 août 2026, je suis Thomas Veillet, et aujourd'hui, on ne parle pas de Nvidia. Enfin, presque pas de Nvidia. Enfin, pas pour le moment, pas pour le moment. Au programme, un marché qui monte pendant que les actions baissent, un secrétaire au Trésor dont le plan fonctionne sans accroc, et pourquoi c'est un problème, et un baril de pétrole qui perd 8% à cause d'une dépêche russe que personne n'a pu vérifier. Et ce soir à 22h20, des chiffres qui peuvent changer le monde. Ou pas. C'est parti! Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier soir, tous les titres de presse disaient plus ou moins la même chose. Wall Street rebondit avant Nvidia. Voilà, fin de l'histoire, tout est dit. On peut rentrer à la maison, bonne journée! Sauf que si vous ouvrez le capot, ça ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, à un rebond. L'indice équipondéré du S&P 500, c'est-à-dire le même indice, mais où chaque société pèse pareil à l'intérieur, où Apple ne compte pas plus que le fabricant de moquettes du Kentucky, l'indice équipondéré, lui, il a baissé. La moitié des secteurs étaient en baisse. Donc, si vous regardez l'écran de CNBC, tout va bien. Et si vous regardez votre portefeuille, vous vous demandez pourquoi vous n'avez rien gagné hier. Alors, regardons déjà ce qui est monté, parce que c'est quand même vachement édifiant. Et l'ETF iBeta du S&P, traduction, le panier des actions les plus nerveuses, celles qui bougent le plus dans les deux sens, l'IA, les semi-conducteurs, la mémoire, il a fait plus 1,3%. Les stratégies momentum, celles qui achètent ce qui monte déjà, parce que ça monte déjà, eh bien, est en hausse solide. Et en face, eh bien, vous avez les dividendes dans le rouge, la value des sociétés pas chères dans le rouge, la qualité et les bilans propres dans le rouge. La faible volatilité, je vous le donne en mille, dans le rouge aussi. Vous voyez ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont vendu tout ce qui ressemble à des trucs un peu défensifs pour aller acheter tout ce qui ressemble à un billet de loterie. Et ça, c'est pas un rebond, c'est une redistribution. Des gens qui sortent de tout ce qui ne bougera pas ce soir pour se placer sur ce qui pourrait bouger dans un sens ou dans l'autre. Ils appellent ça de la conviction ou de la rotation. On justifie ça comme on veut de toute façon. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que ça vous dit quelque chose que personne ne dira à voix haute avant 22h20 ce soir. Le marché n'a aucun doute sur les chiffres de Nvidia. Aucun, en majuscule. Ils seront excellents. La seule question qui reste, c'est de savoir de combien ils seront excellents. Quand vous positionnez un portefeuille comme ça la veille de la publication la plus attendue du trimestre, c'est plus de la prudence, c'est un pari. Et vive les algos, parce que pour tourner la veste aussi rapidement, on a besoin des algos. Et maintenant, petit détour par les semi-conducteurs, parce que c'est la même histoire en plus visible. Le SOX, l'indice semi-conducteur, le fameux SOX, reprend 1,56% hier. Super, sauf qu'il avait perdu 2,67 la veille. Donc, en arithmétique de base, celle qu'on apprend avant la finance, c'est pas vraiment une reprise, c'est un remboursement partiel. AMD s'envole de près de 5% parce qu'une grande banque d'affaires est passée d'acheter à acheter très très fort et a relevé son objectif de cours de 565 à 641 $. Cisco a signé un partenariat avec Supermicro, plus 9% pour Supermicro, c'est toujours les mêmes dossiers, toujours les mêmes acheteurs, toujours la même raison, les rendements obligataires ont baissé et historiquement quand les taux baissent, les puces montent. Sauf que sur ces derniers jours, le secteur reste quand même à moins 3,3%, pendant que les vieilles valeurs à dividendes, celles que tout le monde méprise, reprennent quand même 1,45%. Donc, on a passé la journée d'hier à s'agiter beaucoup pour revenir à peu près plus ou moins où on en était avant. Bon,
Maintenant, le vrai sujet, celui dont personne ne parle ce matin et qui est peut-être de loin, de très très loin, le plus important du moment. Le plan de Scott Bessent est en train de fonctionner. Alors, on va reprendre depuis le début pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, de la saison précédente. Depuis des semaines, les taux longs américains montent. Le 30 ans est allé taper des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis presque 20 ans. Et ça, c'est le vrai danger pour les marchés parce que quand l'argent à 30 ans coûte cher, tout coûte cher. Vos hypothèques, les crédits d'entreprise et les data centers, tout. Alors, le secrétaire du Trésor annonce qu'il va au moins doubler ses rachats d'obligations longues à partir du 9 septembre. En clair, l'État va racheter sa propre dette pour faire monter les prix et donc en faire baisser le rendement. Hier, deuxième séance de détente d'affilée, le 30 ans lâche plus de 7 points de base à 5,16. On était à 5,34 l'autre jour quand même. Le 10 ans recule à 4,62. Jusqu'à là, franchement, c'est banal. Les taux montent, les taux descendent. On va pas faire une vidéo que pour ça. En revanche, ce qui n'est pas banal, c'est ce qui se passe derrière les prix. Il y a un indicateur que les gens ne regardent jamais et qui pourtant est le meilleur thermomètre du marché obligataire, c'est l'écart entre le rendement des obligations d'État et le taux des swaps de même maturité. Alors c'est quoi un swap ? C'est un contrat où deux parties s'échangent les flux d'intérêt. C'est en gros la version dématérialisée de l'obligation d'État américaine. Vous avez le rendement sans avoir le papier. Imaginez que vous vouliez toucher un loyer. Vous avez deux choix. Acheter l'appartement et encaisser le loyer, ou signer un contrat avec quelqu'un qui vous reverse une partie des loyers moyennant finance. Et puis, depuis des années, sur la dette américaine, tout le monde préférait le contrat. Parce que des appartements, il y en avait tellement sur le marché que personne ne voulait se retrouver avec les murs sur les bras. Et là, depuis l'annonce de Scott Bessent, les vraies obligations surperforment les swaps. L'écart sur le 30 ans et le swap est revenu à son plus bas depuis le mois de février. Donc, traduction pour les gens qui comprennent rien, ceux qui préféraient le contrat sans les murs sont en train de racheter les murs. Alors pourquoi ça ? Eh bien parce qu'ils savent qu'il y a maintenant un énorme acheteur dans la pièce. Un acheteur qui ne regarde pas le prix, un acheteur qui s'appelle le Trésor des États-Unis d'Amérique avec son compte courant à 1000 milliards de dollars. Et c'est là que ça devient magnifique. Sur le marché des options, le rapport entre les calls et les puts sur les futurs obligataires longs viennent de se retourner brutalement à la hausse. En français, dans le texte, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui parient sur une hausse du prix des obligations que sur une baisse. La peur du moment, si on peut appeler ça de la peur, c'est que les taux longs plongent à cause de l'intervention, même si on n'est pas convaincu par la taille et le bien fondé de la chose. On a donc passé 3 semaines entières à hurler que les taux longs allaient tuer le marché, tuer l'immobilier, tuer la tech, tuer votre pouvoir d'achat. Moi, le premier. Et ce matin, la nouvelle angoisse des professionnels, c'est de ne pas être assez chargé en obligations avant que le Trésor n'en rachète. Vous savez comment ça s'appelle ça dans le métier ? Un short squeeze. En gros, le gouvernement est devenu un tueur à gages qui est là pour buter les shorts. Ceux qui avaient parié sur la baisse doivent racheter en catastrophe, et en rachetant en catastrophe, ils font monter le prix, ce qui force les autres à racheter aussi, et donc font baisser les taux. Un short squeeze sur la dette d'un pays qui doit 40 000 milliards de dollars. Et le plus croustillant dans tout ça, c'est que Bessent n'a encore rien acheté du tout. Pas une obligation. La prochaine opération, je vous l'ai dit, ce sera le 9 septembre. Donc il a juste agité les bras en faisant les gros yeux au marché. Le marché est en train de se faire étrangler par une intervention qui n'a même pas encore commencé. Alors on pourrait s'arrêter là et se dire « Formidable, les taux baissent, tout le monde est content, allons boire un verre !» Sauf que non, parce que le premier problème, déjà, c'est que le mentor de Scott Bessent, l'homme qui lui a tout appris, qui lui a appris le métier de la finance, chez qui il a travaillé, Stanley Druckenmiller, a publiquement qualifié ses rachats d'énormes erreurs. Publiquement, son propre maître d'école lui met un mot dans le carnet et des bâtons dans les roues. Deuxième problème, le président de la Fed de Richmond, interrogé hier sur les 40 000 milliards de dettes américaines, a lâché une phrase qui vaut son pesant de cartes Pokémon. Il y aura des comptes à rendre là-dessus, mais personne ne peut vous dire quand. Oui, il y a quelqu'un qui va payer à la fin. Et je peux vous promettre une chose, ce sera ni le Trésor, ni les banques, ni la Fed. Je vous laisse réfléchir par élimination qui va payer. Donc le Trésor veut faire baisser les taux, la Fed a encore besoin de taux élevés pour lutter contre l'inflation, la Fed veut réduire son bilan et le Trésor achète à tout va. Pourtant, ils sont les deux dans la même équipe. Pas sûr qu'ils aient compris qu'ils tapent dans le même porte-monnaie. Et puis alors, il y a une note qui circule hier, toujours à propos de l'obligataire, et qui explique que l'administration américaine pourrait, je dis bien pourrait, chercher à libérer de la place sur le marché obligataire au second semestre dans un but très précis. Et ce but très précis, c'est permettre aux entreprises d'émettre plus de dettes moins chères pour accélérer la construction de, je vous le donne en mille, des infrastructures d'intelligence artificielle. Le Trésor américain ferait de la place dans le marché de la dette pour que les data centers puissent emprunter à meilleur compte. Là, on ne parle plus de politique budgétaire, on ne parle plus de gestion de la dette publique, on parle d'un État qui pousse le chariot de course de la bulle IA.
Faudra quand même garder ça à l'esprit. Bon, on change un peu d'ambiance. Le pétrole. Le Brent se rapproche des 85 $, le WTI teste les 80, 8% de baisse en 72 heures. Le motif officiel, celui que vous lirez partout, Téhéran et Oman discutent d'un couloir maritime temporaire, un Xème couloir temporaire dans le détroit d'Ormuz, avec 30 à 60 jours de négociation pour un tracé permanent. J'ai un petit peu l'impression qu'on a déjà entendu celle-là. Mais alors maintenant, le motif officieux. Le vrai, une agence de presse d'État russe a rapporté que Washington et Téhéran seraient sur le point de signer un cessez-le-feu en citant des sources pakistanaises et iraniennes. Que personne n'a pu vérifier, bien sûr, vous vous en doutez. On peut faire confiance aux Russes, en plus on le sait, hein, les méchants Russes qui veulent déstabiliser les clowns qui se présentent à la succession du roi de France. Bref, le marché du pétrole a effacé plus de 5% sur cette base. Et il y a un détail que j'adore, mais vraiment que j'adore. Le communiqué omanais mentionne explicitement un projet conjoint de déminage du détroit. Publié le jour même où Trump annonçait sur son réseau social que la Navy l'avait informé que toutes les mines avaient été retirées des eaux internationales, sans bien sûr fournir la moindre preuve. Et c'est pas la première fois qu'il le prétend. Mais bon, qui croit encore les paroles de Trump ? Donc, de deux choses l'une. Soit les Omanais s'apprêtent à déminer un détroit déjà déminé, soit quelqu'un vous raconte n'importe quoi. Je vous laisse trancher, hein. Et puis alors, pour situer l'ambiance générale, il y a 3 semaines, ce même Trump menaçait de bombarder Oman, un allié, parce qu'on lui avait demandé sur Fox ce qu'il pensait de leur discussion avec Téhéran. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes discussions-là qui pourraient faire baisser votre facture de mazout pour cet hiver. Maintenant, 2 histoires courtes, parce qu'elles racontent un peu la même chose par les deux bouts. Première histoire, meilleure performance du S&P hier, c'est Moderna, plus 14%. La raison, il y a une banque qui a relevé le titre de sous-performé à conserver sans préciser son objectif. Autrement dit, ils sont passés de vendez à faites ce que vous voulez, là nous on sait plus trop, on comprend rien. Et le marché a mis 14% de capitalisation là-dessus. On est donc arrivé au stade où arrêter de dire du mal d'une société est devenu en soi une bonne nouvelle. Deuxième histoire à l'autre bout du magasin, Dick's Sporting Goods s'est fait pulvériser de plus de 30% en une séance, après avoir abaissé sa prévision annuelle. Nike et Lululemon ont pris la vague dans la gueule dans la foulée, et ce que ça raconte est beaucoup plus intéressant que le titre lui-même. Le consommateur américain n'est pas mort, il achète toujours, mais il n'achète plus de baskets à 180 $. Il va acheter chez Walmart et il paye avec la carte de crédit qu'il remboursera avec ses 8 autres cartes de crédit, elles-mêmes remboursées par la 10e qui vient juste de commander. Et pour tout dire, on avait déjà la confirmation dans les chiffres du jour. Confiance des ménages à 89,4 alors qu'on attendait 90,2. Vente de logements neufs à 607 000 contre 620 000 espérés, en baisse de plus de 6% sur une année. Personne n'y a prêté attention, parce que tout le monde regardait ailleurs. On verra encore le PCE qui va sortir tout à l'heure. Et maintenant, l'histoire que je vous ai promise au début de cette vidéo. Hier, SpaceX a annoncé la construction d'une base de lancement en Louisiane. 100 milliards de $, le plus gros investissement de l'histoire de cet État. 50 000 hectares de marais côtiers, 5 complexes de lancement, une centrale électrique, un port en eau profonde, un aéroport privé et des quartiers résidentiels pour loger les employés et leurs familles. L'objectif assumé, écrit noir sur blanc, mettre en orbite quasi polaire jusqu'à 1 million de satellites qui serviront, je vous le donne en mille encore une fois, de data center. 1 million de satellites. Alors pour vous donner une idée de l'échelle, depuis 1957, depuis Sputnik, toutes nations confondues, l'humanité tout entière a lancé quelques dizaines de milliers d'objets en orbite. Lui, il en veut 1 million, tout seul. Mais le meilleur, c'est le terrain. Ce marais appartenait à ExxonMobil depuis les années 50 et il est devenu disponible qu'après le rejet par un juge fédéral d'un procès intenté par l'État de Louisiane contre Exxon pour les dommages causés au littoral. Je ne sais pas si vous suivez. On récupère donc un marais dont personne n'a eu à réparer les dégâts pour y construire l'usine à satellite d'un homme dont l'autre société s'est fait épingler en 2024 pour violation du Clean Water Act au Texas. Le tout financé à la fin par cette même dette dont on nous jure que le Trésor maîtrise les prix. Alors la prochaine fois qu'on vous explique que l'intelligence artificielle est un problème de puces électroniques, souvenez-vous de ça. À la fin, l'IA, c'est un problème de terrain, d'eau et d'électricité. Et puis alors, souvenez-vous aussi que SpaceX, accessoirement, ne gagne toujours pas une thune. Donc, les indices montent pendant que la majorité des actions baissent, le marché obligataire se fait étrangler par une intervention qui n'a pas encore eu lieu, le mentor du secrétaire au Trésor dit publiquement que son plan est une erreur, le Trésor américain fait de la place pour que la bulle de l'IA emprunte encore plus, mais moins cher, le pétrole perd 8% sur une dépêche russe invérifiable, et une action prend 14% parce qu'on a arrêté de dire du mal d'elle.
Ce qui me frappe dans tout ça, c'est pas qu'un de ces trucs soit absurde, c'est qu'ils sont tous plus ou moins absurdes le même jour et que personne trouve ça bizarre. Ce soir, à 22h20, Nvidia publiera les chiffres trimestriels, on en a parlé. Et donc je vous reviens ici même sur cette même chaîne vers 1h du matin pour tout décortiquer à chaud, parce qu'apparemment, j'aime bien me coucher tard et me lever tôt. Après tout, dormir, c'est surfait quand on s'amuse. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez et partagez et avertissez vos amis que ce soir, vous saurez tout sur Nvidia et que si vous voulez vous préparer, il y a déjà une vidéo qui est en ligne depuis cette nuit à 1h du matin qui vous donne tous les chiffres clés qu'il faudra connaître, qu'il faudra savoir à 22h20. Cette vidéo s'appelle 22h20, l'heure de vérité pour le géant vert et le lien est dans la description de cette vidéo. Dites-le aussi à vos amis. Une dernière chose pour la route, souvenez-vous du chiffre du début, 320 valeurs dans le rouge dans un indice qui monte, c'est pas un accident statistique, c'est un marché qui a mis toutes ses fiches sur une seule case et qui attend le tirage de ce soir. Sur une table de casino, on appelle ça tout sur le rouge. Sur un marché, on appelle ça de la gestion active ou de la stratégie agressive. Belle journée à tous, et puis alors, à cette nuit. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.